Bonjour à toutes et tous, on va commencer doucement. Merci d'être venu assister à cet atelier table ronde autour de la biodiversité. Je propose qu'on commence par se présenter. Donc moi je suis Floriane Vidal, je suis la responsable des programmes de Reporters d'Espoir, donc qui est une association qui a été créée à 22 ans et qui a notamment fondé toute la méthodologie du journalisme de solutions. Et je coordonne notamment un programme dont je vous parlerai juste après, qui s'appelle le Lab Reporters d'Espoir Biodiversité, et qu'on peut mener grâce au soutien de l'Office français de la biodiversité et de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et dont je parlerai un peu après, parce que c'est dans ce cadre-là que nous intervenons aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter tous les trois et peut-être nous dire en un mot ce que ça vous inspire quand on parle de traitement médiatique de la biodiversité. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi, je suis Conception Alvarez, je suis journaliste spécialisée climat et biodiversité depuis 11 ans pour un média en ligne qui s'appelle Novetic. Je ne sais pas s'il marche, mais vous m'entendez ? Si on prend celui-ci. Ok. Allez, on m'entend, je pense. Oui, comme ça on a le petit écho. Donc je travaille pour Novetic.fr, qui est un média en ligne qui est spécialisé sur la transition écologique. C'est un média économique en fait, qui a été créé en 2001 par la Caisse des dépôts. Et il avait une mission d'intérêt général au départ qui était d'informer sur ce qu'on appelait le développement durable à l'époque. Puis petit à petit on s'est spécialisé dans la finance durable, l'investissement socialement responsable, la RSE, et finalement comment le monde économique s'approprie la transition écologique et sociale. Et en fait, l'année dernière, on a été vendu par la Caisse des dépôts, donc qui nous finançait, qui nous soutenait publiquement. On a été vendu à un groupe privé qui s'appelle le groupe AEF. Voilà, donc ça change un petit peu notre modèle économique. Et donc notre défi, effectivement, c'est de réussir à parler d'économie et de biodiversité. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Merci Conception. Cyril Franck, moi je suis journaliste, formateur et consultant pour les médias. J'interviens beaucoup auprès de Reporters d'Espoir. On a co-construit ensemble avec Pierre également un MOOC destiné donc à former les journalistes et producteurs de contenu aux thématiques environnementales et la biodiversité en particulier. Et voilà, je serai un peu le co-animateur avec Floriane pour cet atelier. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Pierre Girard, je suis journaliste scientifique et je travaille à la fois pour les médias traditionnels linéaires, notamment Arte. Depuis des années, notamment dans l'émission Xenius, on parle beaucoup des enjeux et des urgences environnementales, notamment de la biodiversité, et c'est ce qui m'a poussé aussi à me lancer plus sur les réseaux sociaux et sur YouTube, dans une chaîne sur laquelle je parle beaucoup d'agriculture pour relier les urgences environnementales et les enjeux sociaux, alimentaires, sanitaires, etc. Et je suis aussi ici, surtout en tant que membre du bureau de l'AJSPI, l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information, qui regroupe plus de 300 membres journalistes scientifiques, dont certains sont dans la salle, notamment le président de l'AJSPI au premier rang, Charles Bert. Donc voilà, on va vous parler de tout ça. Et en prolongement, si vous étiez là dans la session précédente, je ne sais pas si on parle d'atelier, de session, ça va prolonger un petit peu les discussions qu'on avait justement avec vous sur le climato-scepticisme et sur les manières de parler d'environnement dans les médias aujourd'hui. Et si je vous dis traitement médiatique de la biodiversité, en un mot, ça vous inspire quoi ? Tu veux commencer ? En un mot, moi je dirais que ça progresse. Je suis peut-être trop enthousiaste, optimiste. Moi, quand je suis arrivée en 2015 à Novetic, on parlait que de climat et c'était déjà pas mal. Mais là, depuis quelques années, je trouve qu'on parle de plus en plus de biodiversité. Donc je dirais en progression. Moi, j'ai envie de partager ton optimisme, mais quand même, je trouve que c'est assez symptomatique que vous ayez, alors je vois que vous êtes au dernier rang en train de nous écouter, que vous ayez choisi de parler de climato-scepticisme. Au final, vous avez beaucoup parlé de tous les périls environnementaux auxquels on est confronté et dont on doit faire état dans nos reportages. Mais finalement, on commence à acquérir dans les médias généralistes le réflexe de parler beaucoup de climat dans toutes les rubriques et de parler de biodiversité au même titre. On en est encore très loin et il y a beaucoup de progrès à faire. Oui, moi je dirais que c'est complexe et on part de loin. Voilà. Mais on verra ça au fil de nos échanges. Ok. Ouais. Si je devais choisir un mot, je dirais opportunité. Mais on va voir comment on peut faire ça. Je vais juste faire un petit sondage, juste à main levée. Qui sait ce que c'est la biodiversité ? Qui saurait le définir ?
Ok. Et qui a déjà traité de biodiversité? Ok. On a un bon panel. On a un bon panel. Et qui a déjà eu des difficultés à vendre un sujet biodiversité? Ouais, voilà. Et qui n'a jamais eu de problème pour vendre un sujet biodiversité? Oui, on aurait demandé la recette. Ah, il y a une hésitation. Oui, pour redonner un peu de contexte, donc Reporters d'Espoir a lancé l'an dernier un programme qu'on appelait le Lab Reporters d'Espoir Biodiversité. En fait, pour lancer ce programme, on a fait une étude pour comprendre d'où on partait, et on a vu que dans les programmes d'information de l'audiovisuel, donc télé, radio, la biodiversité, c'est 1,5% du temps d'antenne. Ce qui est assez faible, parce que quand on va voir les scientifiques, ils nous disent que la biodiversité, c'est la santé, c'est l'économie, c'est la politique, c'est la culture, c'est l'alimentation, etc. Donc on se dit, il y a du chemin à parcourir pour faire le lien. Donc on a mis en place ce programme pour faire monter les journalistes en compétences sur cette thématique. Il y a notamment une revue qui est commandable sur notre site. Si jamais vous voulez la consulter, je la laisse ici. Le MOOC dont parlait Cyril, qui est gratuit, accessible à tout le monde, qui se fait en 2-3 heures. On vient de lancer un prix pour valoriser aussi les journalistes, parce que c'est bien de faire monter en compétences, mais c'est bien de montrer aussi qu'il y a des gens qui travaillent déjà sur le sujet. Et parmi les actions, on a aussi des interventions auprès des écoles de journalisme et des rédactions. Et dans les rédactions, il y a toujours une chose qui revient, c'est on est OK pour parler de biodiversité, on trouve que c'est intéressant, mais c'est au-dessus, ça bloque. On n'arrive pas à vendre notre sujet, on n'arrive pas à mettre en avant le fait qu'il y a un vrai enjeu et que c'est aussi important que le reste. Donc on s'est dit qu'aujourd'hui, ça serait intéressant de parler de comment on peut vendre ces sujets à ses lecteurs. Et l'idée, c'est de voir comment, en termes d'angle et de format, on va pouvoir mettre en avant le sujet, en créant notamment des liens. Tout à l'heure, il était beaucoup question de transversalité. Là, c'est encore le cas. L'idée de la session, c'est qu'il y ait à la fois des échanges entre les intervenants et puis des échanges avec vous. Le but, c'est que ce soit un peu interactif. Donc, n'hésitez pas à lever la main et je ferai passer le micro. Et voilà, on est ensemble pour encore une bonne heure et quart. Voilà, Cyril, je te laisse te lancer. Merci Floriane. Donc on va parler dans une première partie des difficultés qu'on rencontre, que vous rencontrez dans les rédactions. On échangera avec vous à ce sujet. Et puis dans la deuxième partie, on essaiera de voir les solutions qu'on peut y apporter. Alors si je me tourne vers toi, Conception, en premier. Toi, à quelle difficulté tu es confronté, soit en interne, soit par rapport à ton lectorat, quand tu parles des sujets biodiversité? C'est quoi les difficultés que tu rencontres? Et je poserai la même question ensuite à Pierre. Merci. C'est vrai qu'en fait, ça va toujours être un sujet mis de côté. On va d'abord traiter l'actu chaude, les sujets climat, et ensuite, si on a un petit peu de place, on fera de la biodiversité. C'est vraiment cette hiérarchie qui est installée au sein de la rédaction. Donc nous, on est 5 journalistes, tous spécialisés sur des sujets différents. Un spécialiste finance durable, un spécialiste RSE, une spécialiste société consommation. Et donc moi, je suis sur les sujets climat, biodiversité. Et en fait, il y a tellement d'actualités sur le climat que finalement la biodiversité arrive toujours en second. Donc c'est assez difficile. Et même moi, en fait, en réalité, quand je suis arrivée à Novetix, c'était en 2015, donc pour la COP 21. Donc on a parlé que de climat. Et c'est bien longtemps après que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des COP sur la biodiversité. Donc on a commencé à suivre les COP biodiversité. Mais alors, voilà, on est arrivé à la COP 15. Donc il y en avait eu 15 avant qu'on n'avait pas du tout suivi. Et donc c'est à partir de là. Et il y a un truc aussi qui nous a beaucoup aidé, c'est quand il y a eu les premiers rapports de l'IPBES. C'est le pendant du GIEC pour la biodiversité. Et là, quand on a commencé à lier les deux sujets, climat, biodiversité, le changement climatique, un des facteurs de perte de biodiversité, nos activités humaines, facteurs de perte de biodiversité, le coût pour l'économie, là, ça a commencé à intéresser un peu plus la rédaction en chef. Ça veut dire qu'aujourd'hui, donc AEF, c'est une agence de presse. Vous avez donc c'est une agence qui travaille pour d'autres médias, et donc ça veut dire que derrière, il y a l'idée que ça ne va pas intéresser les clients. C'est ça le problème ? Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est une agence de presse un peu atypique parce qu'elle va aller directement chez le client. C'est pas d'autres médias qui achètent les dépêches. C'est des clients dans des collectivités, dans des grandes entreprises, les directions RSE, développement durable, etc. Donc c'est des acteurs opérationnels qui ont besoin de l'info, d'une info vraiment réglementaire, politique publique, etc. Et nous, Novetic, on vient apporter vraiment cette analyse économique. C'est-à-dire pourquoi vous, entreprise, vous, dirigeants responsables RSE, vous devez vous intéresser à la biodiversité.
biodiversité. Et très concrètement, en fait, les entreprises, elles l'ont assez vite compris. Si on prend une entreprise de l'agroalimentaire comme Danone, elle va avoir besoin que les sols soient préservés pour que sa ressource, en fait, sa matière première, soit toujours présente. Pareil pour, je pense à L'Oréal, sur une entreprise sur laquelle je travaille en ce moment. L'une de ses principales ressources, c'est les plantes, etc. Donc pareil, elle a tout intérêt en fait à agir pour la biodiversité. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à en parler et à les intéresser. Je réponds à ta question sur les difficultés pour convaincre. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème. Donc, je vous ai dit, je suis journaliste scientifique. Il y a un vrai problème de culture scientifique dans les rédactions en chef, dans les directions des programmes aussi, pour ce qui est des chaînes de télévision ou de radio. Sur les sujets de biodiversité, clairement, on ressent, moi je trouve, quand on va voir nos rédactions en chef, un éloignement du vivant. En fait, on est les rédactions, elles sont essentiellement dans des villes, dans des environnements qui sont très très loin du vivant. Enfin, c'est assez absurde, mais on va parler de vivant aux personnes qui en sont les plus éloignées. Et en plus de ça, c'est des personnes qui manquent de cette culture scientifique. Et donc, c'est à nous aussi, journalistes, de faire l'effort de leur apporter cette pédagogie, non seulement les journalistes scientifiques, mais aussi les journalistes généralistes qui veulent faire entrer la biodiversité dans leur sujet, de déjà avoir ce recul et ce minimum de pédagogie pour leur expliquer ce en quoi ça les concerne. On y arrive maintenant, je trouve, assez bien quand on parle de climat. Et le simple fait de leur répéter à longueur de journée, de semaine, que au même titre que la crise climatique, la crise de la biodiversité menace un certain nombre de domaines et est importante, a un impact sur toutes les rubriques d'un journal ou d'un média, c'est important de le faire, de le répéter et de faire cette pédagogie. Quand on parle, par exemple, je sais pas moi, on a parlé d'acétamipride tout à l'heure, on parle de biodiversité. Quand on parle des Jeux Olympiques d'hiver dans les Alpes françaises, on parle beaucoup de la neige, du changement climatique, mais en réalité, il y a aussi un impact sur les écosystèmes, sur le vivant. Tout ça, on peut aussi le dire, sur tous les sujets de l'économie, du sport, finalement, il va y avoir une importance de la crise de la biodiversité et du fonctionnement du vivant. Donc il y a vraiment cette importance-là. Moi, ce que je remarque par contre, c'est que le climat ambiant, où il y a vraiment des marchands de doute qui prennent de plus en plus de place dans les espaces qui entourent les médias, et notamment sur les réseaux sociaux, c'est pas propice justement à vendre ces sujets, et qu'il y a de plus en plus de réticence finalement à écouter et à accorder plus de place aux sujets environnementaux. Et qu'il y a besoin de redoubler d'efforts finalement pour les vendre. J'ai l'impression qu'on arrive dans une phase où il pourrait y avoir un basculement et où on se dit, parfois j'ai cette impression-là quand je m'adresse aux rédactions, où on se dit, on a parlé d'environnement une fois cette semaine, check, c'est fait. Et c'est vraiment le danger, je trouve, qui est imminent et qui commence à pointer le bout de son nez. Et tu dirais que, avant de vous passer la parole pour vous demander également vos difficultés, tu dirais qu'il y a eu un mieux depuis l'arrivée des rapports, la médiatisation des rapports, il baisse, ou tu n'as pas forcément senti ça de ton point de vue ? Pour les journalistes et les rédactions qui sont déjà sensibilisés à la culture scientifique, oui, clairement. Pour celles qui ne le sont pas encore, et celles qui restent largement, on parlait des chaînes d'infos tout à l'heure, là on est très loin des rapports IBES et des rapports du GIEC, donc tout reste à faire. C'est à nous en fait de faire l'interface entre ces rapports scientifiques, ces publications scientifiques et nos rédactions en chef qui n'ont pas le temps finalement de les lire et de les processer. D'accord. Donc je m'adresse à vous. Vous, quelles difficultés vous avez rencontrées dans la pratique du journalisme environnemental ou sur la biodiversité ? Est-ce que vous avez été confronté à des refus de vos rédacteurs en chef, à des difficultés sur les angles ? Oui, j'étais stagiaire d'observation il y a 34 ans avec France 3, avec un confrère qui nous a quittés l'année dernière, soutenu aussi par un autre confrère de France Télévisions qui nous a quittés un mois avant, Daniel Bilalian. Donc j'ai commencé à préparer mes reportages avec le soutien de ces deux confrères qui ont eu des ennuis pour terminer leurs enquêtes. Daniel Bilalian et Michel Montellato, entre autres, qui sont partis d'une longue maladie liée aux pesticides. Vous voyez comme quoi c'est important que je parle en leur nom. Donc oui, moi j'étais
aussi gravement malade. J'ai développé plusieurs pathologies. Et c'est en me rendant au Luxembourg pour enquêter sur les déchets, sur le blanchiment d'argent, que je me suis retrouvée en difficulté en travaillant pourtant pour le journal Le Monde, à enquêter sur des sujets sensibles, notamment liés à la proximité de la centrale de Cattenom nucléaire. Et donc, je me suis retrouvée, oui, en difficulté en tant que journaliste pigiste, notamment quand je me rendais en France, puisque je traitais des sujets sensibles de corruption, notamment avec la ville de Paris. Voilà. Et quand vous dites des difficultés, c'est quoi concrètement? On m'a muselé. On vous a dit on arrête l'enquête Non, on a vraiment cherché à me faire peur. Ce qu'explique Denis Robert dans l'enquête, dans son livre, c'est ce que moi j'ai vécu et j'ai fait un burn-out au printemps 95 à cause de ça. Puisque les affaires étaient en train de sortir, que moi j'avais un procès avec le SNJ qui m'a pris en charge concernant des blanchiments d'argent qui se passaient avec la ville de Paris et avec une école de journalisme de Paris, privée, une école privée, okay. Voilà, je précise. Et j'étais tombée sur un truc hyper sensible qui a fait que la ville de Paris a éclaté, le RPR a éclaté, mais après l'élection de monsieur Jacques Chirac, en gros. Voilà. Alors on est sur du lourd là. Hein, vraiment. Oui. Ok, merci pour votre témoignage. Est-ce que de manière plus globale, il y a des difficultés que vous rencontrez, vous, dans l'exercice de votre métier de journaliste, soit de presse généraliste, soit environnementale? Est-ce que c'est toujours facile? J'ai vu que les mains se sont levées tout à l'heure sur les difficultés que vous rencontriez. Donc il y a sûrement des gens qui ont ici des difficultés à vendre un sujet, peut-être, à convaincre sa rédaction en chef ou pas. Toujours hyper facile d'arriver avec son sujet, ça se passe bien. Ou alors c'est peut-être les conditions dans lesquelles on vous demande de l'exercer? Non, tout se passe bien pour tout le monde, ouais. Merci. Ah, courageuse, c'est gentil, merci. C'est sympa, merci. Moi, j'ai déjà proposé plusieurs sujets, climat ou biodiversité ou scientifique en général, parce que je suis également journaliste scientifique et membre de la JSPI. Et souvent, effectivement, on me dit, en fait, on en a déjà parlé dans les 2 dernières années. Ah oui. Et donc, les 2 dernières années, c'est pour moi un peu difficile, parce que je me dis, oui, mais l'angle est différent, le public est différent, c'est pas le même sujet tout à fait, mais si un des mots-clés dans le titre que je propose, par exemple, fait écho à un sujet qui a été publié dans les 2 dernières années dans le magazine en question, du coup, ça a déjà été traité, donc il devrait ne rien avoir de nouveau. En fait, si, mais bon. Et donc, les freins derrière, c'est quoi concrètement? Pourquoi on vous dit non, à part le fait que après, j'aimerais bien qu'on me dise, qu'on m'envoie un mail détaillé pourquoi on me dit non, mais okay. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai du mal à vendre certains sujets quand ils ont déjà été... Enfin, un des arguments, c'est on en a déjà parlé récemment. D'accord, récemment, 2 ans. Ouais. Et souvent, je fais quand même mon enquête pour être sûr qu'on n'en ait pas parlé si récemment que ça. Je ne vais pas proposer un sujet sinon. J'imagine. Merci. Merci beaucoup. Il y a une autre question à gauche. Bonjour, alors moi je suis journaliste aussi, je travaille pour le magazine Ça m'intéresse notamment. Une petite difficulté ces derniers temps. Toujours est-il que j'ai eu cette chance de pouvoir traiter pas mal de sujets autour de la biodiversité, parce qu'on aime bien les animaux mignons, Ça m'intéresse. Et c'est un petit peu la porte d'entrée, c'est-à-dire que c'est toujours compliqué de vendre des sujets sur des trucs moches. J'ai essayé, on a un petit, dans les Pyrénées, moi je suis dans la région toulousaine, on a un petit animal qui s'appelle le Desman des Pyrénées. Ça fait des années que je cherche à faire un sujet, bon, ça m'intéresse, ils en veulent pas parce que c'est très moche et c'est très discret. Bref, donc c'est la difficulté aujourd'hui. Enfin, pour Ça m'intéresse, la seule difficulté que j'avais, c'est qu'il fallait que ce soit visuel, que ce soit intéressant à regarder, qu'on puisse avoir des jolies photos. À partir de là, quand j'arrive à avoir une porte d'entrée, je peux aborder un certain nombre de problématiques liées à l'effondrement de la biodiversité. Mais l'entrée, c'est jamais
il faut jamais que ce soit catastrophiste en fait. Il faut toujours qu'il y ait une entrée. Ouais, on va s'émerveiller parce que c'est ça. Ça m'intéresse. C'est toujours ça aussi. Il faut de l'émerveillement. Donc c'est toujours la porte d'entrée, mais ça permet. Je trouve que ça m'a permis moi en tout cas d'aborder pas mal de problématiques. Et je parle pas que des animaux mignons, hein, mais quand on parle de solutions fondées sur la nature, ce genre de choses. Voilà, il y a toujours. Je garde mon esprit critique et je me permets de dire, bah voilà, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Voilà. Donc, mais il faut, moi c'est comme ça que je l'ai remarqué, il faut une porte d'entrée un peu fun, un peu mignonne. Et ça marche pas trop mal. Mais là, je me rends compte que les sujets, vous n'êtes pas sans savoir que c'est Bolloré maintenant, Prisma Media. Oui. Et que là, on va perdre la moitié de nos postes à Prisma. Donc, moi, je ne suis pas concernée directement puisque je suis pigiste, n'est-ce pas? Et on s'en fout un peu de nous. Mais voilà, ça devient beaucoup plus compliqué de toute façon de proposer des sujets. Moi, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que dans ces rédactions-là, ça devient compliqué. Enfin, on ne fait plus que des commandes. On ne prend plus des sujets que nous, on peut proposer. Et du coup, moi, je suis un peu là parce que je me dis, il faut que je trouve d'autres débouchés dans d'autres médias. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué, en fait. J'avais cette chance jusque-là de pouvoir en parler. Voilà. Est-ce que ma technique avec Ça m'intéresse, ça va marcher avec d'autres? C'est la grande question. Je pense que c'est un super tips, en tout cas, ça c'est sûr. Petit aparté, avec la JSPI, on suit de près justement ce qui est en train d'arriver à beaucoup de titres comme Ça m'intéresse en ce moment. Et c'est vraiment... Et t'es aussi à JSPI, ouais. Et c'est vrai que c'est préoccupant de voir que beaucoup de titres qui portent justement l'information scientifique et l'information à l'adresse des consommateurs sur les sujets environnementaux sont menacés en ce moment. C'est vraiment préoccupant. C'est des titres très grand public sur ces sujets-là, et vous faites partie des rares à justement arriver régulièrement à parler de nos sujets, enfin des sujets environnementaux, ceux qui nous occupent ici. Je en profite juste pour dire, enfin tu le sais très bien, mais peut-être qu'il y a des personnes dans la salle qui maîtrisent moins bien. Florian avait posé la question avant, la notion de biodiversité, c'est pas seulement les animaux mignons, les animaux menacés d'extinction, en voie de disparition, c'est aussi les milieux naturels, les écosystèmes, c'est aussi toutes les interactions entre le vivant. C'est pas seulement les animaux emblématiques, c'est aussi des animaux moches, c'est aussi des animaux plus petits qu'on voit pas, c'est des micro-organismes, c'est du végétal. Enfin voilà, la biodiversité, c'est extrêmement complexe, c'est au moins aussi complexe que le climat, et c'est juste important de le dire. Et c'est aussi pour ça que vous avez plein de portes d'entrée possibles. Alors celle-là, elle est géniale parce que c'est hyper facile d'arriver devant sa rédaction en chef ou devant sa direction des programmes et de dire j'ai un super animal, j'ai un râteau pnu ou je sais pas quoi. Ça marche à tous les coups. Mais après, c'est pas joli, par contre. C'est pas joli non plus, mais c'est assez fascinant. Ou les tardigrades, les petits ours, comment ils ont été surnommés aussi, c'est assez fascinant d'en parler. En réalité, si vous commencez à vous avoir le réflexe de regarder la complexité du vivant et de la biodiversité, il y a plein de portes d'entrée possibles. Il y a aussi plein de publications scientifiques. Enfin, je prends un peu d'avance sur les questions que tu avais prévu de parler. Plein de publications scientifiques qui vont vous offrir aussi plein de portes d'entrée possibles. En allant justement vous plonger dans la littérature scientifique, vous allez trouver plein de manières de parler de vos sujets dans d'autres rubriques aussi que celles qui concernent l'environnement. C'est en allant voir ces publications scientifiques que vous allez pouvoir aussi contacter des scientifiques qui vont vous donner des éclairages sur... on parlait des JO avant, enfin, vous pouvez tout à fait parler dans une rubrique sport d'un enjeu de biodiversité, c'est pas du tout incompatible. Et vous allez pouvoir commencer à intéresser votre rédaction en chef avec des sujets complètement inédits, dont on n'en a jamais parlé, qui sont introuvables dans les agences, ou alors vous rapprochez d'organismes, d'ONG qui portent ces sujets-là aussi à travers le prisme scientifique. Je te repasse le micro avant de dévoiler tout. Ouais, c'est ça. On a pris un peu d'avance, mais c'est pas très grave. Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit à propos de Bolloré, en l'occurrence. Donc il y a une problématique évidemment politique derrière ça, puisque c'est un climato-sceptique, etc. Mais au-delà de ça, en fait, la question qui se pose, c'est celle du modèle économique. Et quand on a un média qui fonctionne sur la publicité, se pose la question de l'audience. Et donc, derrière l'audience, c'est toujours la question pour laquelle les rédacteurs en chef vont vous dire non,
souvent, c'est ça n'intéresse pas les gens, ça fait pas d'audience. Regarde, ça n'a pas marché la dernière fois qu'on l'a fait. Et donc, il y a plusieurs réponses à ça, on le verra tout à l'heure, mais en réalité, une bonne partie de la réponse, cette problématique, est liée à ce modèle économique. Le problème est lié dans le modèle économique. Et si vous avez 100% d'un modèle économique qui est sur de l'audience, c'est compliqué parce que de fait, en réalité, si on compare l'audience comparée en termes quantitatifs, il faut bien préciser ça, c'est aussi qu'est-ce qu'on mesure. En termes quantitatifs, en termes de visites, évidemment qu'un sujet qui parle d'un animal mignon, d'une part, et d'autre part, des rats nus qui ont une tête un peu bizarre, mais qui peuvent être surprenants et intéressants et apporter de la profondeur, il n'y aura pas forcément le même nombre de visites. Par contre, il y aura un engagement qui pourrait être beaucoup plus important en termes de temps passé, de partage, etc. Tout ce qui n'est pas mesuré et pas valorisé par le marché publicitaire. Donc la question, elle est un peu systémique. Là, j'aborde la question des problématiques. Effectivement, au-delà même du côté ça plaît ou ça plaît pas, qu'est-ce qu'on mesure en fait ? Avoir quelqu'un qui passe 10 secondes sur un visuel rigolo, qui va passer vraiment que 10 secondes parce que c'est sympa, il a vu la photo, c'est sympa, on passe à autre chose, et il va être compté comme une vue, et quelqu'un qui va passer 1 minute 30 à lire l'intégralité de l'article et éventuellement parler autour de lui, l'impact n'est pas le même, et pourtant ça a exactement la même valeur économique. Donc voilà, on va reparler des solutions derrière, mais voilà, je voulais préciser ce point un peu économique. Mais non, je rebondis effectivement sur les audiences parce que je me rends compte que je n'ai pas forcément répondu. Mais effectivement, moi, les refus, c'est tu as bien vu, la dernière fois, tu as fait un papier biodiv, ça a moins bien marché, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'était un refrain que j'entendais régulièrement. Bon, alors évidemment, moi, je travaille dans un média spécialisé, donc c'est plus facile. Et l'angle économique est aussi intéressant à prendre. Mais effectivement, on pourrait en fait trouver un angle biodiversité sur tous les sujets. Par exemple, demain, le gouvernement va présenter sa loi d'urgence agricole. Il y a évidemment des choses à prendre et que les dépêches ne vont pas voir. L'AFP ne va pas va résumer le texte de loi, mais dedans, il ne faut pas hésiter à aller chercher la bonne info, le truc que personne n'aura vu. Et donc pour ça, il faut aller creuser, chercher, avoir une connaissance scientifique. Donc moi, je pars toujours du fait que dans toute l'actualité, tous les jours, on peut aller trouver un sujet climat ou biodiversité. Enfin, ça, c'est assez évident. Et voilà, moi, de plus en plus, je délaisse les sujets climat pour la biodiversité parce que je me rends compte que vraiment, c'est un sujet qu'il faut qu'on traite d'urgence. Et je viens de finir une série sur les crédits biodiversité. Moi, au départ, on m'a regardé en disant « Ouh là là, c'est un petit peu compliqué quand même, les crédits biodiversité. Déjà, les crédits carbone, c'est compliqué. Il y a eu énormément de scandales, etc. Tu es sur crédit biodiv. Et ben, en fait, la série marche assez bien. Donc, voilà, c'est nouveau, personne ne s'intéresse trop à ce marché qui est en train d'émerger. Faut aller aussi oser, aller creuser. Enfin, il y a de la matière en tout cas. Pardon. On vous apporte le micro. Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question par rapport à l'angle économique, parce qu'on parle surtout du vivant. Alors, moi, mon grand drame, c'est que le ver de terre ne soit pas vu comme étant beau, alors que vu tous les services qu'il rend, on pourrait tous être in love avec lui. Bon. Peut-être qu'il y a aussi la question de se poser comment on le photographie. Peut-être aussi qu'il y a cet angle-là. C'est vrai que c'est pas évident, mais il y a certainement des travaux qui peuvent se mener. Je voulais revenir sur la question de l'angle économique. La question bioéconomie, biomimétisme, biorémédiation ou autre, etc. Est-ce que ça, c'est des questions qui, justement, faisant un pas de côté par rapport à une entrée, j'allais dire, animalière, est-ce que ça c'est quelque chose qui, dans vos différents médias, peut être de nature à interpeller, à interroger ? Mais c'est évident. En fait, quand au départ, je proposais des sujets sur la liste des espèces menacées, l'actualisation de cette liste, etc., c'était non à chaque fois. Dès qu'on a eu des études qui chiffraient, alors la nature n'a pas de prix, enfin, c'est compliqué de mettre un prix à la nature, mais dès qu'on a commencé à estimer ce que ça coûtait pour les entreprises, pour le PIB mondial, pour le PIB national, etc., c'est des sujets qui ont été vendus et qui marchaient. Voilà. Dès qu'on dit en fait attention, occupez-vous de la nature parce que sinon ça va vous coûter tant, ça clique. C'est vrai que c'est un angle qui marche très bien.
Donc après, ça pose évidemment plein de questions, mais voilà, mesurer les services écosystémiques rendus par la biodiversité, c'est hyper important. Et quand on va aller, je garde mon angle économique, mais quand les entreprises, les directeurs RSE vont aller parler au COMEX, à la direction financière, etc., en leur disant, en fait, c'est un vrai risque pour nous, et on parlera d'évolution de la réglementation aujourd'hui. Voilà, quand on a un chiffre, les directions tout en haut s'en soucient un petit peu plus. Je ne saurais qu'abonder dans ton sens parce que alors, je suis également directeur des rédactions du groupe Influencia et donc je m'occupe aussi de The Good. Et effectivement, c'est quelque chose que j'essaie de mesurer à chaque fois, avoir des chiffres sur lesquels on peut s'appuyer pour convaincre. Alors c'est un média B2B qui a pour vocation d'expliquer effectivement l'intérêt économique d'aller sur de la RSE et des sujets environnementaux good, mais quel est l'intérêt économique des gens de le faire? Effectivement, le côté pratique, en quoi ça me rend service moi, ça c'est une constante de l'être humain. Et ça, pour avoir mesuré les audiences, quels que soient les sujets, en presse locale, en presse généraliste, en presse spécialisée, c'est toujours la même chose. Si vous parlez aux gens de point de vue de leur intérêt, et si possible, c'est pas toujours le cas, et c'est ça qui est compliqué avec la biodiversité, c'est qu'il faut le faire plutôt à court terme. Si vous êtes sur du court terme, ça marche mieux que sur du long terme. Et c'est bien la difficulté, c'est qu'on a une question d'échéance. Mais en tout cas, c'est sûr que, évidemment, aller chercher des choses qui sont chiffrées, mesurées, et avec un impact mesurable pour la personne qui le perçoit, c'est évidemment une bonne pratique, mais on déborde un peu, c'est pas grave. Je vais enchaîner sur la deuxième question que je voulais vous poser. C'est comment est-ce qu'on arrive à la fois, est-ce que pour être journaliste environnemental, est-ce qu'il faut être engagé, militant, journaliste? Est-ce qu'on peut faire, c'est quoi la limite entre tous ces rôles? Alors moi, je ne suis pas journaliste environnemental, je suis journaliste scientifique sur l'environnement. C'est la petite nuance, c'est que je trouve que la science, elle permet aussi de remettre l'église au centre du village et de confronter justement différentes visions. Enfin, je pense que c'est extrêmement important quand on a cette culture scientifique et qu'on comprend comment fonctionne la science, qu'on comprend qu'elle part d'un questionnement, avec des hypothèses, avec des expériences, avec des données qui sont récoltées, avec ensuite l'analyse de ces données, ensuite la publication de ces données, et ensuite la perspective critique qu'on a sur les publications scientifiques qui sont faites à partir de ces données. On peut expliquer justement les phénomènes environnementaux, la biodiversité, le climat, avec des méthodes scientifiques qui permettent de mettre tout le monde un peu d'accord. Donc pour moi, déjà d'une part, il y a le fait d'être journaliste scientifique, ça permet d'avoir une méthode qui permet de poser les bases d'un journalisme qui soit pas militant sur ces sujets-là. On en parlait tout à l'heure, c'est parfois un peu compliqué parce qu'on a aussi nos convictions personnelles, mais on peut appliquer en tout cas des méthodes qui permettent de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, moi, je suis quand même, d'une certaine manière, notamment depuis que je me suis spécialisé sur le sujet agricole et agroécologique, un peu de fait militant parce que je pars du principe. Et souvent, il y a des personnes qui me le rappellent sur les réseaux sociaux, qu'il y a une crise et une urgence ou des urgences environnementales. Il y a des crises environnementales, le climat, la biodiversité, l'épuisement des ressources. Et je pars du principe qu'il faut agir contre ces urgences environnementales. Donc le simple fait, en tant que journaliste, d'avoir ce présupposé, ça me pose par rapport à certaines personnes qui me lisent ou qui suivent mes reportages comme militant. Mais en réalité, je fais un journalisme sur ces urgences environnementales et je me sers, ça c'est votre sujet à Reporters d'Espoir, des méthodes du journalisme de solution. Je préfère l'appeler parfois aussi journalisme constructif parce que justement ça permet de dire que c'est pas un journalisme de solution. Tout à l'heure vous parliez dans la première session de journalisme un peu de solution niaise ou je ne sais plus quel terme vous avez employé. En tout cas le journalisme constructif dit bien qu'on parle des solutions qu'on met au centre mais on les met en perspective critique et vous l'aviez aussi précisé tout à l'heure mais c'est important de dire qu'on ne parle pas que des solutions, on parle aussi des problèmes, on parle des critiques et on parle aussi de la diversité des solutions qui peuvent être apportées. Donc ce journalisme de solution, je trouve qu'il permet aussi d'apporter une méthode non seulement pour vendre les sujets à sa rédaction, ça c'est aussi une belle manière de le faire au-delà des chiffres et de l'aspect économique, mais aussi d'aller au-delà du militantisme quand on prend la peine d'aller voir une diversité de solutions sur un problème environnemental abordé. Merci. Je pose la même question. Comment on évite l'écueil entre le militantisme, l'engagement quand on est journaliste ?
Alors moi qui fais beaucoup de papiers sur Total Energy, on me taxe souvent de militante. Total Energy qui vient de renoncer à son neutralité carbone, donc finalement j'avais peut-être pas tort. En fait, pour nous, à Novetic, on l'a toujours dit, on est un média engagé parce qu'on pense qu'une entreprise comme Total Energy devrait être responsable sur sa chaîne de valeur, sur la préservation de la biodiversité, sur la lutte contre le changement climatique, le respect des droits humains, etc. Voilà, c'est ça la ligne qu'on a chez Novetic. Et alors, sur le journalisme de solutions, c'est intéressant parce qu'on est très tenté d'aller faire des cas pratiques, notamment au sein des entreprises. Elles mettent en place énormément de choses. Mais alors moi, c'est assez souvent retoqué parce qu'on ne veut pas du bisounours. On ne veut pas un papier qui nous dise « Regarde, c'est génial, L'Oréal met en place plein de choses ». Donc, on va toujours être challengé pour aller chercher aussi ce qui ne va pas. OK, il y a plein d'actions qui sont mises en place, mais finalement, il n'y a pas vraiment de sobriété il n'y a pas de modèle d'affaires sobre, on ne renonce pas à produire toujours plus, etc., etc. Donc, on essaye toujours quand même de challenger, même si on essaye de montrer aussi les bonnes pratiques, de montrer ce que font les entreprises. Et voilà, et donc, j'attends pour rebondir sur la suite. Enfin, en tout cas, nous, ce qui nous a beaucoup porté chez Novetic, c'est qu'il y a eu tout un tas de réglementations. À partir de la COP15 biodiversité, qui a donné lieu à l'accord de Kunming-Montréal, qui est le pendant de l'accord de Paris pour la biodiversité, on a eu des grands principes. Les États se sont engagés, les États du monde entier se sont engagés à préserver 30% des terres et des mers d'ici 2030. Et dans les engagements, si les États s'engagent, il faut aussi que les entreprises s'engagent pour atteindre cet objectif. Donc ça a donné des caps aux entreprises. Et puis ensuite, il y a eu la réglementation. En France, il y a une loi, par exemple, qui oblige les institutions financières à reporter à publier leur impact sur la nature. Donc ça, c'est énorme en fait. Et il y a aussi une directive au niveau européen qui oblige, qui a été fortement attaquée l'année dernière, mais enfin qui oblige les grandes entreprises à reporter aussi sur tous les risques sur la biodiversité. Donc une entreprise comme Danone, par exemple, avait 100 personnes qui travaillaient sur la mise en place de cette directive, comment y répondre, et vraiment aller regarder sur l'eau, sur les espèces, sur les sols, etc. Et vraiment regarder tous nos impacts, comment on impacte la biodiversité et comment la biodiversité en fait nous aide. Les opportunités qu'apporte la biodiversité sur notre chaîne de valeur. Pour Danone, encore une fois, c'est énorme. Et donc avec ces obligations, petit à petit, les entreprises finalement s'engagent. Donc c'est ça, tout le défi pour nous, c'est d'aller montrer ce qu'elles font et aussi montrer tout le chemin qui reste à faire. Mais on a un terrain de jeu énorme en fait avec ça parce qu'il y a énormément d'engagement à aller challenger. Quand je parlais de journalisme de solutions, je ne parlais pas forcément de L'Oréal ou de Total Energy. Moi, les solutions que je vais voir, elles sont plutôt sur les fermes, donc des petites entreprises en général. Il y en a énormément à les trouver et qui peuvent inspirer justement à des niveaux où les marchands de doute sont en train de nous expliquer qu'on ne peut pas, par exemple, venir à bout des adventices ou des ravageurs de la betterave sans acétamipride ou des choses comme ça. Et le simple fait, nous, journalistes, de montrer que ça existe, que c'est déjà possible, que c'est certes pas facile. Justement, le journalisme de solution, c'est aussi dire c'est pas facile de faire cette transition-là, de le montrer. Ça marche pas à tous les coups, il y a des échecs, mais ça existe et à certains endroits, ça fonctionne. Et d'expliquer comment ça fonctionne, de montrer ce à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est possible de le faire sur les fermes. On peut aller voir des petites entreprises aussi. On peut aller voir les ONG. Il y a plein d'autres solutions qui ne sont pas seulement chez L'Oréal et chez Total. Je voulais juste le préciser pour ne pas donner cette impression-là. Merci Pierre. Et alors, effectivement, si on parle de journalisme de solution, il y a aussi une méconnaissance de ce que c'est. Et dans le dernier principe du journalisme de solution, c'est aussi d'être critique. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a éventuellement des aspects constructifs à proposer qu'il n'y a pas un regard critique qui doit être porté, notamment dans le temps. On mesure un succès, puis après, on revient pour vérifier si ça a bien fonctionné dans le temps. Donc, c'est aussi du journalisme de solution. En fait, c'est du journalisme tout court. C'est juste du journalisme un peu plus exigeant qui demande de l'enquête. Et là, on retombe sur la question économique du financement de ces enquêtes et du temps et de la modélisation économique derrière, puisque, effectivement, si on est sur un modèle d'audience, le temps passé sur la création de ces contenus, si c'est purement de l'audience, il ne sera pas rentable. Donc là, on rentre sur ces problématiques-là. Oui, pardon. Oui, bonjour, Isabelle Vaucanson. J'écris sur la science de l'écologie et tout ce qui est lié. Et la question de l'audience me paraît être aujourd'hui particulièrement posée de façon particulièrement dangereuse sur le plan systémique, c'est-à-dire que avec l'informatique, on va chercher de l'audience sur un article.
Et maintenant, il faut que tous les articles fonctionnent. Or, comme le dirait notre ami Olivier Hamon, c'est pas très robuste comme formule, même pour un média, puisque on considérait avant que dans un journal, il fallait que chaque lecteur trouve au moins 1 ou 2 articles qui l'intéressaient, mais pas la totalité des articles. Et donc, je pense qu'on a des biais qui sont extrêmement dangereux pour les journalistes et pour les sujets. Et ensuite, pour répondre à votre deuxième question, qui était est-ce qu'il faut être militant pour être journaliste dans ce domaine-là ? Je crois que d'abord, il faut dégoupiller le côté militant. Militant, ça ne veut pas dire malhonnête. Voilà. Donc, oui, il faut être un peu militant pour rentrer sur ces sujets-là, militant personnellement. Ça ne signifie pas qu'on ne soit pas journaliste. Et quand on est journaliste, qu'on soit militant ou non, on est honnête. Et comme on est honnête, on fait du contradictoire. Et comme on fait du contradictoire, ben on ment pas aux gens. Et donc, je pense que le fait d'opposer ce qu'on appelait avant le journalisme d'opinion, qu'on appelle maintenant le journalisme militant, histoire de le charger encore un peu de quelque chose qui ferait peur, je pense que c'est dangereux aussi. Oui, bien entendu. Et d'ailleurs, les journalistes qui sont en face, qui se bagarrent, dont on parlait tout à l'heure, ils sont clairement militants. Et ils n'en ont pas honte et on ne leur tombe pas dessus à bras raccourcis en permanence. Oui, je pense que c'est une question de vocabulaire. Derrière, on peut avoir une perception très, très différente. Mais effectivement, en fait, c'est la différence entre engagé et militant. Le terme militant est piégé. Effectivement, on ne parle pas d'honnêteté quand on parle de militantisme. C'est ça le problème. Après, voilà, il faut juste être d'accord sur ce qu'on met derrière. Effectivement, à partir du moment où vous avez parlé d'honnêteté intellectuelle, c'est ça, en fait. C'est être journaliste et ne pas écarter, faire du cherry picking si on veut soutenir une cause et écarter les raisonnements qui ne vont pas dans son sens. Ça, c'est aussi un risque. Et là, on parle de journalisme pur, tout simplement, au-delà des mots qu'on peut employer, soit engagé, soit militant. Ça, c'est vraiment une question de point de vue et ces termes sont piégés un peu, ouais, effectivement. Et sur la partie que vous avez mentionnée, je suis absolument d'accord. Sur le côté, effectivement, on vendait un journal hier. Et un journal, c'est une pluralité d'articles. Et aujourd'hui, à l'unité, c'est compliqué. Puisqu'effectivement, si chaque article doit être rentable, eh bien, ça pousse effectivement à aller sur des articles à très forte audience, donc à déformer aussi une certaine vision du monde, à faire des articles pouce au clic, pour être poli. Et ça, c'est vraiment pas ce qui est souhaitable, ni pour les citoyens, ni pour les médias eux-mêmes, parce qu'ils se tirent une balle dans le pied d'un point de vue économique, parce que la valeur ne cesse de décroître à mesure que l'inflation des nombres de vues augmente. Mais ça, c'est un problème économique. Peut-être que vous voulez ajouter quelque chose. On passe à la partie peut-être solution maintenant, si on est dans les temps. On a quand même un peu évoqué la question des solutions, mais un des points que vous avez abordé déjà tout à l'heure, c'était la question de la transversalité. Comment et pourquoi est-ce que c'est important d'agir de façon transversale quand on traite des sujets de biodiversité ? Je commence par toi, Pierre. On l'a déjà largement évoqué. Attends, j'ai un truc qui coince. Non. On l'a déjà largement évoqué, transversal, parce que simplement la crise de la biodiversité, au même titre que la crise du climat, elle parcourt toutes les rubriques des médias. Donc c'est absolument essentiel qu'on ne soit pas les seuls journalistes environnementaux, journalistes scientifiques à aborder ces sujets-là. Il faut qu'on arrive à convaincre dans nos rédactions que tout le monde s'empare de ces sujets-là. C'est absolument essentiel de sortir de nos spécialités. Et effectivement, je pense que pour ça, le levier de l'audience, il est redoutable. C'est pour moi le plus grand combat à mener en ce moment. Alors j'ai la chance de travailler essentiellement pour l'audiovisuel public, où jusqu'ici on en est relativement épargné, mais je pense que vu la culture des mesures sur les réseaux sociaux et sur les plateformes médiatiques, ça va tôt ou tard être une question qui va se poser aussi pour l'audiovisuel public. Et vu les menaces qui pèsent sur l'audiovisuel public, il faudra qu'on soit vigilant à résister à cette tentation-là. Moi qui fais à peu près la moitié de mes reportages par ailleurs sur les réseaux sociaux, je vois toutes les mesures, tous les chiffres qui tombent sur tous les reportages que je sors, que ce soit sur Instagram, même sur TikTok ou sur YouTube, qui est pour moi mon canal principal pour mes reportages, que j'apprécie parce que c'est aussi un lieu où il peut y avoir un débat constructif directement sous les reportages, que je trouve assez sympa. Mais il y a quand même un algorithme dont on est esclave aussi, qui me pose régulièrement question en tant que journaliste, parce que c'est tentant quand on a des rapports réguliers sur les chiffres et sur les audiences de ces reportages, d'aller y faire un tour et de s'attarder
regardé sur combien de personnes ont regardé ça, quel était le profil de ces personnes-là. Et en réalité, c'est vraiment un effort continu en tant que journaliste de se dire, ça ne doit pas être le critère de choix de mon sujet, ça ne doit pas être le critère de traitement de mon sujet que de faire du chiffre et de faire de l'audience. Et ça devient de plus en plus compliqué, même en tant que journaliste, de résister à cette tentative-là. Je suis en train d'aller loin de ta question sur la transversalité, mais pour moi, c'est... Quels seraient les freins pour la transversalité quand on est journaliste? On parlait tout à l'heure d'un problème peut-être de compétences, de scientifiques, tu disais, en tout cas un manque de culture scientifique. C'est quoi le problème? C'est essentiellement ça, c'est à la fois l'éloignement du sujet quasi géographique et l'éloignement culturel aussi, avec le manque de culture scientifique. Et tout à l'heure, je trouve que c'était intéressant de voir qu'à la rédaction de La Croix, il y a cet effort de formation de l'ensemble de la rédaction, et pas seulement de la rubrique science ou de la rubrique environnement, mais vraiment de former l'ensemble de la rédaction. C'est aussi quelque chose qu'on fait avec la JSPI, avec Radio France, avec quels sont les autres médias qui sont formés. C'est Radio France, c'est déjà pas mal, c'est déjà une grosse maison, pour que l'ensemble des journalistes aient une formation sur les bases d'une culture scientifique. Et c'est aussi la raison pour laquelle, avec Reporters d'Espoir, on a écrit ce MOOC sur la biodiversité, pour que, au-delà des rubriques finalement environnement et sciences, on ait une base de culture sur la biodiversité. Merci, je te posais la même question. Quelle serait donc pour toi alors, la raison, on l'a comprise, mais comment est-ce qu'on arrive à favoriser cette transversalité, peut-être dans les rédactions, de ton point de vue? Moi, je me suis en fait, à partir du moment où les autres médias généralistes ont pris le relais, on va dire, sur les questions climatiques, je me suis dit alors moi, je sers plus vraiment à ça. En tout cas, c'est pas là mon utilité. Et donc, je me suis vraiment reportée sur les sujets de biodiversité. Et en fait, l'actu a été assez florissante sur cette thématique-là, parce qu'elle est effectivement très très large. Et donc, je me force vraiment à ne plus de moins en moins traiter les sujets climat pour aller parler de biodiversité un petit peu à chaque conf de rédac. En fait, j'arrive toujours avec des propositions. Je sais pas, par exemple, dernièrement, on connaît SBTI, c'est la Science Based Target Initiative, pour labelliser les engagements climatiques des entreprises. Et il y a le pendant pour la biodiversité qui est très peu connu, mais il y a déjà 25 entreprises mondiales engagées, comme Adidas, H&M, Sodexo en France, Séché qui fait énormément de choses. Enfin voilà, donc moi je me dis qu'il faut aller regarder tout ça. Pourquoi Séché se met dans SBTN alors qu'elle y gagne rien? Pour l'instant, le grand public ne connaît pas ça, c'est pas valorisé. Mais voilà, c'est des entreprises qui se disent c'est l'étape d'après, on est en avance. Donc c'est vraiment essayer d'aller chercher tous ces sujets qu'on traite pas par ailleurs, quoi. Et je me dis le reste, si c'est traité très bien, il faut qu'on arrive au même niveau sur biodiversité, pollution des océans, pollution plastique, etc., etc. C'est là-dessus qu'il faut que je me place. C'est ce que je me dis. Est-ce qu'il n'y a pas justement un problème de mesure de l'efficacité de toutes ces politiques? Et c'est ça qu'il manque un peu la success story qui permettrait derrière de vendre le sujet à tous les autres. Parce qu'aujourd'hui, ils le font en prévention, comme tu disais à l'instant. On anticipe des choses qui vont être impactantes pour nous en termes d'image ou en termes de vente ou même tout simplement de coûts divers et variés. Est-ce que vous travaillez là-dessus? Est-ce que vous avez encore des exemples? Il me manque des chiffres. Qu'est-ce qui manque en fait pour aller au niveau d'après, en termes d'efficacité pour convaincre les rédacteurs en chef et surtout les clients derrière? Ça intéresse pas. Enfin, c'est vrai, hein, je pense que c'est cette déconnexion avec la nature. J'ai été voir un projet pilote de crédit biodiversité porté par l'Occitane dans le sud de la France. Je connaissais pas tellement l'Occitane, je savais pas vraiment si c'était une entreprise responsable ou pas. N'empêche que donc elle a lancé une association pour que ses producteurs dans le sud, producteurs de lavande, verveine, amandes, donc les principaux produits de la marque, pour qu'ils se mettent en commerce équitable et que le fonds qui est relié à ce modèle-là de commerce équitable permettent de les faire passer en agroécologie.
c'est super intéressant, mais alors franchement, qui achèterait ça? Donc je suis allée voir des champs de lavande et des champs d'amandier. Donc je raconte tout ça sur Novétique. Alors on m'a autorisé à le faire, mais alors je ne sais pas comment le vendre par ailleurs en fait. Il n'y a pas de résultat encore concret. Enfin, il y en a, mais c'est pas mesuré en fait. Donc les agriculteurs nous disent non mais c'est fou, la biodiversité est revenue. J'ai plus besoin de mettre de glyphosate sur mon terrain. Je perds plus la guêpe qui attaque les amandiers ne vient plus parce que justement j'ai plein de biodiversité, etc. Elle vient plus, il y a plus de ravageurs en fait. Mais ça intéresse quand même, nous quoi. Mais c'est pas possible de vendre ça à ta rédac. À ma rédac, oui, mais parce qu'ils sont gentils, c'est leur BA, quoi. Enfin, vraiment, là, je m'éloigne. J'ai pas de chiffres économiques, c'est pas encore un projet. C'est un projet pilote qui alimente la feuille de route européenne sur les crédits nature. Donc vraiment, ma red chef, quand elle relit, elle est là, ouais, quand même, c'est très abstrait tout ça, hein, c'est très théorique, il n'y a pas de concret. J'ai dit, non, mais enfin, c'est le début. Peut-être que dans quelques années, ils pourront vendre des crédits, des unités biodiversité reliées à la biodiversité gagnée sur ces champs-là. C'est très théorique. Donc là, tant qu'effectivement, on n'a pas de résultats concrets, je ne sais pas comment les grands médias peuvent s'y intéresser. Et là, tu pointes vraiment du doigt tout le cœur, je trouve, du problème de vendre son sujet. C'est qu'il y a le long terme versus le court terme. Nous, on fonctionne en total court terme dans les médias, puisqu'on veut du news. Les crises environnementales, c'est l'information sur du super long terme. Et donc, ça va nous occuper. D'ailleurs, c'est très bien de se spécialiser là-dessus, parce qu'on n'est pas prêt d'épuiser les sujets sur la crise de la biodiversité. En revanche, c'est du super long terme. Alors, si tu prends juste le recul et que tu te dis l'agroécologie, jusqu'ici sur l'essai de l'Occitane, c'est vraiment ultra local et il n'y a pas de données à exploiter, machin. En revanche, il y a d'autres exemples avec énormément de recul. Il y a au moins 40 ans on vient de fêter les 40 ans de la bio, par exemple. Donc il y a au moins 40 ans de recul avec des données qui sont validées, avec justement des moyens d'interpréter ça sur l'ensemble de plusieurs filières bio partout en France, partout en Europe, partout dans le monde, avec un label qui permet d'avoir vraiment des échelles qui sont reproductibles partout, sur tous les terroirs européens. Donc il y a quand même d'autres manières, au-delà du sujet super local, d'aller voir les solutions et de donner des chiffres et des données sur un sujet pareil, par exemple. Il y a aussi un point qui semble important. Pardon, il y a une question peut-être. Oui, non, je voulais reprendre la parole. Alors déjà, c'est pas très rassurant de voir. Alors c'est génial si tu peux traiter ces sujets, mais moi je me rends compte, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que si j'avais pas l'appui d'une super chef de service que j'adore, sur lesquels on s'entend super bien sur ces sujets-là. Je sais qu'elle a pu appuyer plein de choses. En tant que journaliste pigiste, vous imaginez en fait à quel point c'est compliqué. Heureusement, donc il faut qu'on ait des relais hyper puissants en interne, des relais qu'on ne va bientôt plus avoir, je le répète. Donc c'est quand même très compliqué. Et je rebondis aussi sur ce qu'on a dit. Le long terme, c'est vraiment pas quelque chose qu'ils ont en tête. C'est-à-dire que, à la limite, si on arrive à faire passer un sujet sur une expérimentation, il n'y a pas tellement de résultats encore, ils sont OK. En disant oui, bah voilà, on va dire que c'est chouette, il y a un truc qui se passe. Par contre, si on veut reproposer un sujet 1 an ou 2 ans après pour dire on va faire le bilan, bah non, on en a parlé il y a 2 ans. Donc en fait, on peut plus faire de suivi. Alors, on n'a pas trop de temps d'enquête. Il y a plein de choses qui entrent en jeu. Et donc, quand bien même on arrive à vendre un sujet, après derrière, on peut pas faire de suivi. Et ça, et je sais que j'ai plusieurs scientifiques qui m'ont déjà fait ce reproche. Ils savent que c'est pas de ma faute. Ils me disent mais tu as parlé de notre expérience, mais derrière, on a eu des résultats 2 ans après. T'en as pas parlé. Je lui dis mais j'ai proposé le sujet, mais on m'a dit non. C'est une vraie problématique. Et je pense que j'imagine qu'il y a quand même des médias aujourd'hui qui sont preneurs mais il faut les trouver, quoi. Alors juste, je vais rebondir sur la question parce qu'en fait, on touche à un problème qui est celui du modèle économique. Encore une fois, si 100% du modèle est sur l'audience, ça ne peut pas fonctionner. Surtout si l'audience est quantifiée uniquement en termes de vues et pas de temps passé ni d'engagement réel. Mais il y a une bonne nouvelle peut-être, c'est que aujourd'hui, 95% à peu près de la presse en France est passée sur un modèle hybride. À la fois abonnement, parfois dons, et publicité, voire diversification, etc. Donc en fait, aujourd'hui, les modèles économiques sont plus simplement sur l'audience, sauf exception. Sauf
de rares exceptions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, pour aller chercher un abonné, pour aller chercher un lecteur fidèle, on retrouve une logique d'engagement et pas forcément quantitative. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire comprendre aux rédacteurs en chef qui ont été biberonnés pendant très 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 longtemps à l'audience, notamment numérique, que en fait ça a changé, le monde a changé, et aujourd'hui pour aller chercher non seulement un lecteur engagé, mais aussi un lecteur jeune, qui sera rajeuni, il va falloir aller sur des sujets comme ça, parce qu'on sait que ce sont des sujets qui les intéressent, et forcément il faut partie de ce monde de maintenant, pas celui d'hier. Donc là on a quand même un volet pour convaincre les rédactions, d'autant plus que en fait quand on arrive à monétiser ce temps passé, cet engagement, et là on retrouve tes bonnes pratiques, tu vas nous en parler, mais sur non pas du quanti, mais du quali, là on retrouve de l'intérêt des rédactions et des patrons, indépendamment des questions idéologiques. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Moi j'ai un tuyau peut-être à vous donner, vraiment super important, que j'ai remarqué au fil des années, en ayant justement cet obstacle, notamment sur l'émission Xenius, qui était une quotidienne sur laquelle on parlait énormément d'environnement, de climat, de biodiversité. Vraiment un conseil que je vous donne, c'est d'angler au maximum vos sujets de biodiversité, de ne pas dire on va parler de la crise de la biodiversité ou de l'impact. Je reprends l'exemple des JO de 2030 dans les Alpes françaises sur la biodiversité, mais de dire on va parler par exemple de l'impact des constructions ou de l'artificialisation des sols des JO 2030 sur les populations de marmottes et peut-être les organismes qui vivent en symbiose avec elles. Je dis des conneries, hein, c'est pas du tout. et comme ça, une année, quelques mois plus tard, vous allez pouvoir parler des vers de terre, par exemple, dont on parlait. Plus vous anglez vos sujets, plus vous allez avoir de chances de pouvoir en reproposer régulièrement à votre rédaction. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai éprouvé. Et du coup, on a pu en faire passer beaucoup plus dans les émissions d'Arte que ce qu'on aurait pu faire si on avait parlé du climat, de la biodiversité. Je crois qu'il y avait une question derrière. Oui, enfin plutôt un commentaire. Pour répondre à la question de la transversalité, il me semblait qu'il y avait une autre technique, alors plus en nuance et de petits pas, c'est de mettre de la biodiversité partout où on n'a pas anglais sur la biodiversité. Moi, je travaille aussi pour la presse Jardin et j'écris des trucs sur les robots tondeurs. Autant vous dire que c'est pas ma tasse de thé. Mais néanmoins, dans chacun de mes articles sur les robots tondeurs, je parle de la tonte différenciée. J'explique les bébêtes qui vivent dans le sol et je m'adresse, qui plus est, je sors du côté de l'entre-soi des gens qui me lisent dans La Relève et la Peste, parce que bon, ceux-là, ils sont par essence quasiment d'accord avec moi. Là, je parle à des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord avec moi, et j'instille à cet endroit-là. Et je pense qu'il faut, pour la transversalité, il faut que ce soit partout, et ça, c'est une attention que les journalistes doivent avoir en tête et qui revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut avoir cette espèce d'intérêt pour le vivant en tête en permanence. Alors vous venez de faire exactement ce que j'essaie de faire dans les formations quand je fais un petit tour de France des rédactions. C'est exactement mon message. C'est effectivement de profiter des sujets grand public pour apporter sa petite pierre à l'édifice, soit en contextualisation, que ce soit sur des sujets loisirs, que ce soit des sujets qui n'ont rien à voir, y compris parfois quand on parle de sport d'hiver, des choses qui ne sont pas forcément très vertes, on va dire, par essence. Effectivement, c'est mon discours et je crois que ça passe pas mal dans l'idée de donner la vue large. C'est certes, très souvent en presse locale, on a le sujet, surtout quand on est près des montagnes, de est-ce que la saison a été bonne? La saison a-t-elle été bonne? Et ça s'arrête là souvent. La saison est bonne parce qu'il y a de la neige. Ok, premier niveau d'information, et c'est assez faible. Encore une fois, si on veut aller chercher des lecteurs engagés et des abonnés, le niveau d'après, c'est pas celui-ci. C'est est-ce que déjà sur une période de temps longue, comment ça se passe en termes d'enneigement? Quelle est la tendance? Déjà, on apporte un peu de contexte, et ça, c'est du journalisme. Et puis après, il y a aussi quelles sont les alternatives potentielles? Quel est le coût, le bilan carbone de toutes ces activités de sport d'hiver, etc. Tout ce qui peut être fait à côté de l'angle principal. Effectivement, c'est des liens de recirculation. Moi, je crois beaucoup à ça. Effectivement, pas forcément pour donner des leçons d'ailleurs, mais pour informer. C'est vraiment très très important d'apporter ce niveau d'après, et je pense que c'est un discours qui passe bien auprès des journalistes. Une autre question, je crois, derrière. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis un peu loin, mais moi j'avais une question qui est
pas directement liées, peut-être elles s'écartent un peu du sujet, mais c'était plutôt par rapport aux outils de mesure pour l'impact en fait, parce que, enfin, moi je vais me mettre debout, vous allez me voir comme ça. Moi je suis pigiste vers Grenoble, donc là justement je m'intéresse au JOP d'hiver 2030 évidemment, et déjà je me heurte souvent au fait que bon déjà en termes de recommandations, réglementations, ça parle climat, enfin c'est souvent en termes de, enfin, voilà, les gaz à effet de serre, etc. Donc déjà sur la biodiversité, c'est beaucoup plus difficile de trouver des chiffres. C'est très éparpillé, les recommandations, bref. Donc ça, c'est compliqué. Et en termes de... Enfin, souvent, quand il y a des réglementations et des recommandations, c'est en termes de résultats. Mais pour l'outil de mesure de ces résultats, par exemple, le COJOP, ça varie d'année en année. Donc, on a des résultats de peut-être... ils se disent, ça va être ça en termes de résultats sur la biodiversité, mais on ne sait pas forcément comment ils mesurent ça. Et moi, j'ai beaucoup de mal à trouver en fait ces outils de mesure, des trucs qui seraient un peu nationaux, communs. Ouais, voilà. Et donc ça me handicape beaucoup pour vendre des sujets, parce que en fait c'est quand même beaucoup par les chiffres en fait que ça passe. Donc, Je ne sais pas pour ce sujet en particulier, mais l'EFB, qui a été beaucoup critiqué dernièrement, mais ils ont énormément de données qui sont super pratiques pour les journalistes. Et il y a plusieurs sites spécialisés, notamment sur l'eau. Je crois qu'ils sont tous en lien du MOOC, justement, Biodiversité de Reporters d'Espoir, qui vient de sortir. Tous les sites spécialisés de l'OFB, qui est partenaire du MOOC aussi, ils sont en lien de ce MOOC. Vous pouvez aller puiser dedans, et je pense qu'il y aura Florian va peut-être nous donner quelques compléments d'information. Il doit y avoir des données aussi qui seront intéressantes par rapport au JOP d'hiver 2030 sur ces données-là. Et si vous ne les trouvez pas sur leur site, allez les solliciter à l'OFB. Ils vous redirigeront vers des instruments de mesure plus objectifs sans doute que ceux du COJOP. Merci. Alors, il y a des bonnes pratiques pour vendre son sujet à ses rédactions en chef. Mais alors, pour que ça marche auprès du grand public, c'est quoi les bons formats? Toi, tu as des formats qui cartonnent, on peut dire, à la fois quantitativement et qualitativement. Ce serait quoi tes recettes en termes d'efficacité des formats, toi? Moi, j'ai du mal toujours à m'arrêter sur un format, déjà parce que ça évolue tellement vite, les formats. Donc, je pense que déjà, les formats sociaux, les formats, quel que soit le nom qu'on leur donne, les réseaux sociaux, je trouve que c'est hyper important sur des sujets qui mobilisent vraiment nos audiences de se les approprier et d'être présent sur ces formats-là en tant que journaliste aussi. C'est compliqué parce qu'on est mêlé par les algorithmes à une foule de fausses informations ou d'informations biaisées qui ne respectent pas du tout la même éthique que la nôtre. Mais je pense qu'il faut être le plus présent possible. Et depuis que j'y suis, je trouve que c'est vraiment un endroit où il y a une possibilité de débat constructif aussi. Alors, c'est un effort de tous les instants en la mettant en contexte, en expliquant, mais c'est aussi une manière de montrer ce que c'est qu'être journaliste. Si on explique la façon dont on travaille, si on prend le temps aussi de répondre à certains commentaires, à certains questionnements, c'est un lieu super intéressant pour faire de la pédagogie à la fois sur nos métiers et sur la science et sur les crises environnementales. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est justement remontrer du terrain, remontrer des humains dans les formats sur la biodiversité. C'est souvent, justement, on a tendance à parler de chiffres, à parler d'impact, mais en réalité, plus on parle, et j'ai vraiment été très marqué par les chiffres que vous nommiez tout à l'heure sur le climat, où aujourd'hui, en 2026, il y a 52% des Français et des Françaises qui considèrent qu'il y a eu un impact d'un événement extrême sur leur vie, qu'ils ont été touchés dans leur vie par un événement extrême climatique. Et si on prend le temps d'aller les montrer et de montrer en quoi à la fois ils sont touchés et ils réagissent à la crise de la biodiversité, à la crise du vivant, ça permet aussi de mettre des visages et d'avoir de nouveaux récits aussi sur la biodiversité. Ça, c'est pour moi ce que j'essaye de faire dans mon métier personnellement. Avant de passer la parole, juste, il y a un point clé quand même, c'est ton incarnation. Oui, le fait que toi-même tu portes ces sujets, que tu es un journaliste et pas un média, et que tu réponds, comme tu disais, la côté communautaire est lié à l'incarnation, et ça c'est un peu le combo gagnant, j'ai l'impression.
Ouais, alors c'est assez bizarre parce que quand j'étais étudiant en journalisme, j'étais pas du tout dans l'idée de me mettre en scène, de me mettre à l'image, mais assez rapidement, en traitant des sujets environnementaux, je me suis rendu compte que c'était absolument nécessaire alors parfois c'est aussi une critique qu'on me fait, mais de me mettre à hauteur de mon sujet et des humains en fait que je rencontre, en particulier aujourd'hui sur l'agriculture que je traite beaucoup. C'est intéressant de montrer qu'en fait, il y a un contact à la fois possible, souhaitable, avec les personnes qui produisent notre alimentation et qui façonnent notre environnement, nos terroirs. Et c'est dans une période de notre histoire où il y a beaucoup de tensions. En fait, c'est une manière que j'ai aussi en tant que journaliste, à la fois de montrer d'où je parle et puis aussi de me mettre à hauteur d'yeux des personnes que je rencontre. Tu voulais réagir peut-être? Oui, merci. On a aussi beaucoup investi les réseaux sociaux chez Novetic. Alors évidemment LinkedIn parce qu'on est un média presque pro, mais surtout aussi Instagram avec un post créé de journalistes social média qui crée du contenu spécialement pour les réseaux sociaux. Alors avant c'était non, les réseaux sociaux, on republie juste nos articles. On ne va pas créer des articles que pour les réseaux sociaux. Et donc, on a franchi ce pas-là et on voit qu'on touche un public complètement différent. Et donc, on est une vitrine aussi pour montrer qui est Novetic, sur quel sujet on s'engage et sur quel sujet on travaille. Et on a aussi beaucoup de vidéos pour expliquer ce qu'on va publier, donc nos enquêtes, etc. On va aller faire un petit teaser sur les réseaux sociaux. Et effectivement, l'incarnation fonctionne assez bien. Pareil, sur LinkedIn, on a créé une newsletter. On peut créer des newsletters sur LinkedIn. Et ça nous permet de porter un regard sur la semaine qui vient de s'écouler, où on va vraiment raconter... moi, par exemple, il y a une semaine où je me suis dit, non mais là c'est la semaine de tous les malheurs, quoi. J'avais assisté au débat sur la loi du plomb à l'Assemblée nationale avec des propos complètement fous. La ministre de l'Agriculture qui estime que c'est des robots qui ont été signés la pétition. Enfin bon. Et du coup, ça je peux pas le mettre dans un papier. Et donc ça va être aussi les coulisses de la rédaction ou comment nous aussi on se sent, parce que travailler dans ce secteur-là c'est pas évident parce qu'il faut quand même garder le moral, alors que tous les jours il y a son lot de mauvaises nouvelles. Donc on se sert aussi de cette newsletter qui fonctionne très bien pour raconter ce qui nous surprend, ce qui nous fait parfois plaisir, etc. Et après, il y a un format qu'on utilise aussi beaucoup sur Novetic et depuis toujours, c'est les infographies. Alors, les vieilles infographies que je fais depuis 15 ans, les longues infographies que je fais sur Canva, et de plus en plus des data viz sur Flourish. Et en fait, c'est des outils aussi qui vont accrocher tout de suite sur les réseaux, qui vont accrocher dès qu'on met infographie, en fait, quand même, ça clique. Donc, pareil, c'est une porte d'entrée hyper efficace pour vendre des sujets. Moi, je l'utilise beaucoup pour la biodiv notamment. Oui, je voulais... Bonjour, moi je m'appelle Chiara de Bernard, je suis journaliste scientifique plutôt vidéo sur les réseaux sociaux. Je suis aussi membre de la JSPI et j'ai eu la chance de participer à la création du MOOC de Reporters d'Espoir, qui est très bien, je vous le recommande d'ailleurs, si vous avez envie d'aller le voir. Moi, je voulais rebondir plutôt sur ce qui a été dit juste avant par Pierre, donc plutôt sur la partie réseaux sociaux. Moi, j'ai travaillé pendant un an plutôt dans un média généraliste en tant que journaliste scientifique qui avait envie de parler plutôt de sujets justement concernant le climat et la biodiversité. Et effectivement, j'ai été confrontée à plein de problématiques pour vendre les sujets, parce que comme j'étais un média sur les réseaux sociaux, il y avait vraiment cet enjeu de visibilité, de vue. On a parlé plutôt de tout ce qui va être de données quantitatives, en fait, à quel point ça a été repartagé, à quel point ça a été liké, etc. Et je rebondis sur ce que disait Pierre. J'ai l'impression que, effectivement, les data viz aussi, quand on en faisait, les infographies, ça fonctionnait plutôt bien. Mais effectivement, l'incarnation, de façon générale, c'est ce qui marche le plus. Et moi, le format où j'ai réussi à accrocher les gens sur ces sujets-là autour du climat et de la biodiversité, c'est de l'incarnation, et toujours en partant par... En fait, je suis en train de faire un peu un résumé de tout ce que vous avez dit, j'apporte pas forcément quelque chose de nouveau, mais sur ce côté intersectionnalité, c'est-à-dire que je parlais tout le temps d'un sujet qui pouvait toucher les gens intimement, mais qui n'est pas relié, on pourrait pas forcément y penser directement, on pourrait pas penser
directement au climat ou à la biodiversité. Je sais que j'ai une vidéo sur le fait d'être vegan et toutes les idées reçues qu'il peut y avoir autour du véganisme. Ça, c'est des questions personnelles. En fait, tout ce qui est alimentation, santé, ça touche les gens intimement. Tout le monde a sa propre opinion. Et en fait, ce sont des sujets qui sont très faciles pour aller ensuite, le temps d'une vidéo, d'aller aborder. Donc, c'est ce qu'on disait aussi, un peu mettre de la biodiversité, du climat dans d'autres sujets. Et c'est la vidéo qui a trop bien marché, vraiment sur tous les contenus qu'on a fait. Alors qu'encore une fois, j'étais sur un média généraliste, plutôt engagé. Mais pour moi, c'est pas un gros mot que de se dire engagé plutôt dans des valeurs écologiques. Enfin, c'est un peu la fenêtre d'Overton qui a bougé, qui donne la sensation que c'est un peu étrange d'être engagé pour juste sauver notre planète, nos animaux, nos plantes et nous-mêmes. Alors que moi, ça me paraît plutôt évident. Mais donc voilà. Mais en tout cas, c'était pour dire que moi, les solutions que j'ai trouvées pour essayer d'attraper ma rédac chef, qui est pas du tout scientifique à la base, qui est intéressée par l'écologie, mais autant que peuvent l'être les gens de manière générale, c'est ces recettes-là, un peu l'incarnation, l'intersectionnalité des sujets, et l'engagement qui peut... Ce qui est étrange sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, les sujets clivants, en fait, ça fonctionne bien. Et en fait, par exemple, un sujet sur le véganisme, et du coup, sous mes commentaires, moi, je vais pas trop aller les lire parce que c'est un peu bizarre, mais il y a à la fois des gens qui sont là, non mais bande de véganes mangeurs de soja, vous êtes complètement fous, ou alors au contraire, oui, vive les véganes, on devrait tous être véganes, etc. Donc malheureusement, les sujets qui touchent en fait l'intime, parce qu'en fait, on se rend pas compte comme ça, mais l'alimentation, ce sont souvent des sujets assez sensibles. C'est souvent des sujets qui permettent d'avoir une porte d'ouverture vers la biodiversité. Donc voilà, moi c'est le tips que j'ai trouvé dans mon peu de temps en tant que journaliste et journaliste pigiste. Je suis encore jeune dans le métier, mais voilà. Merci de m'avoir écouté. Bravo Chiara. Non, on partage, je crois, évidemment l'évidence que tu dis qu'il faut sauver la planète, nos plantes, nous-mêmes. C'est pas forcément militant, non. Mais non, je voulais juste rebondir sur l'incarnation. Peut-être juste une mise en garde, parce qu'évidemment, ça, c'est aussi des phénomènes de mode, parce que si les algorithmes demain décident que ce soit plus la priorité, ça va peut-être changer. Mais c'est vrai que finalement, de mode en mode, c'est quand même une constante. Et je trouve que aujourd'hui, en tout cas, c'est une chance qu'on a, nous, journalistes, de pouvoir montrer ce que c'est que notre métier. Enfin, je me répète, je l'ai déjà dit avant, dans un moment où beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes ne comprennent plus ce que c'est qu'être journaliste. On peut au moins profiter de ça, de ce phénomène, pour montrer la façon dont on travaille et se mettre finalement aussi à l'image et faire de la pédagogie dans ce sens-là. Sur le sujet biodiv, au mois de novembre, on avait sorti quelque chose sur Omnibus 7 avec Élise Bordet, qui elle n'est pas journaliste, elle est ingénieure agronome et spécialiste santé, où on expliquait justement les reculs sur les autorisations de mise sur le marché des pesticides au niveau européen, ou en tout cas les menaces là-dessus. Et donc c'est un sujet qui est un peu costaud à expliquer. Il y a de la politique européenne. Moi, j'ai jamais réussi à faire vraiment de pédagogie là-dessus. Mais on a fait justement un réel incarné sur Instagram qu'on a sur YouTube et ailleurs. Ça a fait, je crois, 1,5 million de vues. Et après, ça a permis de faire évoluer aussi. Enfin, c'était ça qui était. Alors, on n'est pas engagé en tant que journaliste, mais le fait de se servir de ces canaux-là pour diffuser l'information scientifique, l'information sur la biodiversité, expliquer la science qui est derrière et l'impact que ces décisions européennes un peu lointaines ont directement sur nos environnements. Ça a permis aussi de créer une prise de conscience directement avant la décision à Bruxelles. Et comme on suivait justement les parlementaires à ce moment-là et les gens qui entouraient la commission, on a pu remarquer que le fait que les Français et les francophones européens étaient mobilisés sur ce sujet, notamment grâce au sujet qu'on avait fait, et le fait qu'il était partagé sur les réseaux sociaux, ça les a obligés finalement à être un petit peu moins offensifs sur le backlash qu'ils étaient en train de proposer. Alors c'était toujours un backlash, mais il y avait cette petite satisfaction là aussi en tant que journaliste d'avoir participé à travers notre boulot d'information et grâce à la force des réseaux sociaux, justement à un phénomène aussi citoyen et politique.
Et alors, effectivement, si on parle de format, j'ai juste une petite remarque à faire, c'est qu'on parle beaucoup d'incarnation, donc face cam et de représentation, médiatisation des journalistes eux-mêmes. Je pense que le plus important là-dedans, c'est surtout le lien qu'on va tisser avec son lectorat. C'est-à-dire répondre aux gens, créer de la discussion. Moi qui suis un ancien blogueur, d'ailleurs à l'époque j'étais anonyme, d'où mon pseudo, Cicéron avec un Y. C'est vraiment ce lien qu'on tisse avec les gens qui permet derrière d'avoir non seulement un engagement, mais surtout un capital. Vous changerez de plateforme, les algorithmes vont changer. La seule chose de pérenne qu'on a, c'est ce lien qu'on a tissé avec nos lecteurs. Donc c'est plus important que simplement montrer son visage et se dire que bah, voilà, c'est le truc du moment et tout le monde le fait. Voilà, moi, je pense que c'est ce que tu as réussi le mieux et globalement, ce qui fait le succès des youtubeurs et des instagrammeurs, enfin de tous les créateurs de contenu, c'est ce lien personnel qu'on arrivait à tisser et qu'il faut cultiver. Ça, c'est quelque chose de compliqué à faire comprendre aux rédactions parce que passer du temps à entretenir sa communauté, ça doit venir des journalistes et pas du community manager pour moi. Première chose, et c'est difficile à faire comprendre parce que c'est du temps passé qui n'est pas rentable immédiatement. Encore une fois, on a quelque chose qui coûte de l'argent et qui n'a un intérêt que beaucoup plus tard. Et c'est pour ça que ça a d'ailleurs été arrêté dans les années 2016-2017. Les commentaires, ça n'apportait pas de valeur économique, ça coûtait de l'argent. Donc on a dit à un moment donné, stop. Sauf qu'on revient à un modèle économique hybride où il faut aller créer de l'engagement, il faut aller créer non pas des simples lecteurs, mais des abonnés ou en tout cas des connectés, etc. pour valoriser économiquement cette audience. J'en profite pour un autre format aussi qu'on a développé, c'est les webinaires, le Novétique décortique, où là, on va aller pouvoir expliquer un sujet en particulier. Et c'est pareil, c'est vital de pouvoir faire ça. Et donc, juste pour rebondir sur l'omnibus, parce que ça me paraît fou, on a beaucoup parlé d'omnibus l'année dernière, de un omnibus qui concernait les normes de durabilité des entreprises. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, il y en a 10 autres en cours. Donc l'Union européenne, qui a été pionnière en 2019 avec son pacte vert, son Green Deal, est en train de tout détricoter et on n'en parle quasiment pas. Et c'est assez fou parce qu'on le fait sur les pesticides avec des autorisations de mise sur le marché qui seraient infinies. Donc c'est complètement fou. On a aussi un omnibus sur la réglementation REACH qui réglemente les produits chimiques. Et là aussi, c'est en lien avec la biodiversité puisque c'est pollution des sols, pollution des airs, de l'air. Et en fait, on en parle très peu. Et il y a des entreprises à la manœuvre et notamment L'Oréal qui vraiment est leader. Enfin, vraiment, c'est fou quand j'ai vu ces chiffres-là. Le L'Oréal est lead dans le lobbying pour l'affaiblissement de ce règlement. Et donc on se dit en fait c'est fou. D'un côté on a l'entreprise première au monde sur les cosmétiques qui fait plein de choses d'innovation, etc. Et à côté qui bataille en coulisses parce que pour qu'on continue à utiliser des produits chimiques. Enfin c'est assez fou et on en parle assez peu. Donc vraiment moi je vous pousse à vous saisir de ces sujets. C'est compliqué. J'ai mis du temps à comprendre comment ça fonctionnait. L'Union européenne et ses réglementations, mais elles sont vitales parce qu'elles vont ensuite infuser en France. Et donc on recule sur la loi déforestation. On avait été le premier continent à se dire on ne prend pas de produits issus de la déforestation sur notre continent et on recule sans arrêt. On a reporté cette loi 1000 fois. Pareil sur... Alors il y a d'autres sujets qu'il faut absolument suivre, je vous le dis, parce que vraiment j'ai envie qu'on soit tous nombreux sur ça, mais il y a un traité plastique qui est en cours de négociation. Il faut absolument mettre la pression pour qu'on ait un traité ambitieux. Pareil pour un moratoire sur l'extraction de l'extraction minière en fond marin. Ça aussi, c'est un sujet de biodiversité. Il faut absolument que ce soit connu, en fait. Il faut qu'on porte ces sujets-là. Je sais pas comment, sur les réseaux sociaux, en l'incarnant, mais il faut vraiment. Il se passe des choses vraiment inquiétantes et il faut qu'on arrive à en parler, même si c'est compliqué. Il y en a tellement. Merci. Effectivement, on est malheureusement une sorte de forme de recul. On le voit au niveau géopolitique. Enfin, il y a une mauvaise ambiance. Il y a une question, pardon. Merci pour ce que vous avez dit. Je trouve que c'est très fort. Et dans ce cas-là, comment est-ce que vous jugez l'émergence de termes comme régénératif? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même... Alors, nous, on a le greenwashing de notre côté, donc vous en faites pas. Hein. On est bien lotis. De l'autre côté, tu as le greenwashing, mais tu as surtout la question de la sémantique. Parce que, donc, comment est-ce que vous la traitez pour qu'on reste à la fois au niveau, bien sûr, hein, qu'on comprenne les termes qui se cachent derrière. Et donc, du coup, quelle est votre position par rapport à ce terme de régénératif?
Régénératif, moi je l'ai vu venir depuis longtemps en agriculture notamment, puisqu'on parle essentiellement d'agriculture régénérative. En plus en français on devrait dire régénératrice a priori. C'est un terme qui arrive tout droit des États-Unis, puisqu'ils en parlent depuis longtemps. Eux, ils ont eu moins de bio à la base. Enfin, en tout cas, ils ont mis plus de temps à s'y mettre. Et donc, il y a beaucoup de grosses entreprises qui ont poussé en voyant que la population commençait à s'intéresser au sujet de climat et de biodive pour qu'il y ait quelque chose de moins contraignant. Donc finalement, le background du truc, c'est les multinationales américaines qui sont venues avec des normes. Enfin, il n'y a même pas du tout de normes, c'est simplement un principe. Donc la régénération, par définition, c'est laisser... moi, quand on me pose la question de la définition, c'est laisser l'environnement, le vivant et les ressources dans un état qui soit meilleur après la phase de production qu'avant, par opposition à la dégradation. Voilà. Et après, une fois qu'on a dit ça, c'est très compliqué de créer des normes autour de ça, là où la bio l'avait très bien fait, avec des normes sur lesquelles tout le monde peut se mettre d'accord. Le problème, c'est que quand on commence à avoir plusieurs mots différents, eh ben on crée une espèce de flou dans lequel les consommateurs et les consommatrices se retrouvent absolument plus. Et c'est le danger qui nous gâte, parce qu'aujourd'hui, les Américains, les États-Unis arrivent très bien à importer. C'est un mot qui est sexy, hein, puisqu'il parle plus que agroécologie, qui est celui qui, moi, me parle en tant que journaliste scientifique. Agroécologie, c'est appliquer l'écologie, une science du vivant, des écosystèmes et des interactions entre les vivants. Donc déjà, c'est assez long à expliquer. À l'agriculture et à la production de notre nourriture. Ça, c'est plutôt simple à comprendre, puisqu'on sait que quand on parle d'agroécologie, il faut à la fois faire attention à la biodiversité, au vivant et au sol, et donc au climat aussi. Donc ça, c'est assez clair, ce vers quoi on va tendre. Quand on parle de régénératif, c'est totalement flou. Et justement, les Danone et compagnie essaient qu'on adopte ce mot-là. Donc c'est très dangereux. Moi, j'en parle justement quand on en parle comme ça pour expliquer d'où ça vient. Mais c'est un mot que je bannis totalement personnellement de mes reportages. Oui, parce que ce que je constate effectivement, c'est que de nombreuses entreprises, quand on leur pose la question du cadmium, des PFAS, etc., ils nous disent « Ah, mais on a mis en place tant d'hectares en agriculture régénératrice. » Bon, très bien, mais du coup, comment vous luttez contre les pollutions ? Là-dessus, il y a peu de réponses, quoi. Donc, oui, on fait très attention à je ne sais pas comment on pourrait dire, biodiversité washing. Il y a un mot en revanche qui est pas mal, parce que quand on fait attention au vivant, à la biodiversité, il y a l'agriculture bio qui est établie, donc je le disais, depuis au moins 40 ans que le label existe en France. Et il y a l'agriculture de conservation des sols, qui est celle qui fait attention au sol. Et donc idéalement, l'agroécologie, elle fait les deux à la fois. Il y en a très peu qui y parviennent, c'est très compliqué de faire les deux à la fois, mais du coup, on commence à voir émerger cet objectif de faire une agriculture biologique de conservation des sols. L'agriculture bio de conservation, souvent on dit ABC, en plus c'est assez joli. Et ça, je trouve que c'est plutôt sympa, parce que ça permet d'expliquer qu'on n'oppose pas des agricultures avec l'agriculture régénérative américaine, mais on essaie de tendre vers l'ABC, l'agriculture bio de conservation. Je fais une petite boutade, mais du coup, ABC, c'est génial, non, pour vendre un papier. Vous connaissez la méthode ABC? Ah, il y a ça aussi, oui. Ah oui. Je pense qu'on arrive au terme de notre petit échange. Merci beaucoup d'y avoir participé. Est-ce que vous avez un mot qui vous vient pour clore peut-être cet échange, quelque chose, une idée qui émerge après nos échanges ou pas? Ah oui. Engagement. Non, effectivement, anxiogène, c'était pas trop les faire chercher, je pense. Donc, Gaëlle Thévenot de l'Office français de la biodiversité. Je voulais vous remercier toute l'équipe de Reporters d'Espoir, donc pour l'animation de cet atelier et pour le MOOC sur la biodiversité. Et puis, je voulais aussi, vous l'avez déjà fait, mais répondre à Madame derrière. Donc, effectivement, sur le site de l'OFB, il y a plein d'informations de données sur la biodiversité. On copilote en fait l'Observatoire national
national de la biodiversité. On a tout un tas de systèmes d'information aux France, enfin surtout tous les écosystèmes. Et si vous ne trouvez pas, par malheur, donc les informations que vous cherchez, vous pouvez effectivement envoyer un mail avec donc les coordonnées que vous pouvez trouver. Voilà. Mais donc voilà, si vous avez d'autres mots. Merci beaucoup. Et je rajoute juste une chose, je vous passe le micro après. On a beaucoup parlé d'incarnation des journalistes. On n'a pas beaucoup parlé d'incarnation des scientifiques, qui ont souvent des super histoires à raconter. On le dit dans le MOOC, hein, la science, c'est une super source d'idées, d'histoires, de sujets, etc. Il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. Enfin, l'exemple qu'on aime bien donner, c'est le camembert qui n'existerait pas s'il n'y avait pas la biodiversité. Bon, voilà, c'est des petites choses comme ça où c'est bien aussi d'aller explorer des choses auxquelles on ne pense pas. Dans la mesure où la biodiversité est partout, en fait, n'importe quel sujet, a priori, peut être abordé sous cet angle-là. Mais c'est pour ça qu'au début, je disais opportunité comme mot. Et je pense que c'est important de le garder en tête. Vous avez demandé un dernier mot. Moi, celui qui me vient, c'est collectif. J'ai bien aimé il faut porter collectivement ces sujets et il faut qu'on s'en empare tous. Et du coup, je reste sur cette idée de collectif. Je découvre un peu le fonctionnement et je trouve ça chouette. Et peut-être qu'il y a des choses à faire. Sur la biodiversité en particulier, peut-être monter des collectifs de journalistes qui vont travailler sur toute la France, pourquoi pas, sur ces sujets-là, qu'on puisse s'entraider, se filer des tips. J'aime beaucoup ces moments-là. En tant que pigiste, c'est compliqué, on est toujours très isolé, on se sent très très seul, alors qu'en fait, on est nombreux, en tout cas aujourd'hui, on est nombreux à s'intéresser à ce sujet et je trouve que ça fait beaucoup de bien. Et voilà, peut-être qu'il y a des choses à développer là-dessus. Merci beaucoup. Bah, effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire avec Reporters d'Espoir, notamment, mais il y a certainement d'autres choses à monter. Et j'ajoute aussi sur le MOOC qu'il y a toute une partie aussi organisation, comment on s'organise pour produire ces contenus, parce qu'on l'a vu, pour produire des contenus de qualité exigeants, il faut s'organiser différemment. Il y a aussi la question des modèles économiques. On entre un peu plus dans le détail, parce que je pense que c'est le nerf de la guerre pour convaincre sa rédaction chef et les patrons au-dessus. Il faut passer par là. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous regarder et consulter sur le MOOC. Et merci beaucoup à nos deux participants d'avoir animé ce débat, cet échange. Je complète juste en disant que pour les personnes qui sont journalistes, on a fait un petit formulaire de retour d'expérience parce que chaque intervention qu'on fait est intéressante pour savoir qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qu'on vous a apporté, etc. Donc si vous avez le temps de scanner et de répondre, c'est top. Et comment ? Je vous ferai passer le lien s'il faut. Et vous dire que donc on a cette revue qui est sortie l'an dernier dans laquelle on a mis de la méthodologie, des chiffres, des interviews d'experts scientifiques et journalistes qui permet aussi de rentrer dans le sujet et d'avoir des exemples de reportages aussi qui sont intéressants si ça peut vous inspirer. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.